Est-ce que Sanofi est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action du premier laboratoire pharmaceutique français. On est à 81 euros. C'est une market cap d'à peu près 100 milliards d'euros. Donc c'est quand même une large cap, voire une méga cap. Bon, la publication qui a eu lieu en juillet n'a guère été appréciée par le marché, hein. Une bonne baisse quand même. Globalement, on est sur un cours qui est en faible progression. Je rappelle qu'ici, c'est un cours qui est dividende inclus, hein. Donc, même en incluant les dividendes, on n'est pas sur une progression très flambante, hein. Là, on était à 67 euros il y a 10 ans. Là, on est à 81 euros. Bon, donc, on va quand même regarder s'il y a du potentiel. Au niveau de la croissance, alors, c'est 3% de croissance en médiane. Il n'y a plus de croissance sur Sanofi, en tout cas en organique. Ils font surtout des acquisitions, ça se voit ici, pour faire de la croissance. Donc 63 milliards d'acquisitions, donc ça correspond quand même à 2/3 de la market cap, hein, donc voilà, hein. Maintenant, ça, il faut le prendre en compte, on a beaucoup d'écarts d'acquisition au bilan, mais c'est le modèle d'affaires des laboratoires pharmaceutiques. Maintenant, quand ils atteignent un stade de développement avancé, voire de maturité, eh bien, ils vont racheter des biotech pour acquérir des molécules. Ils continuent évidemment à faire de la R&D, mais c'est très hasardeux comme procédé, enfin comme processus. Donc, ils font aussi des acquisitions pour pouvoir continuer à avoir de la croissance. On voit que c'est quand même volatile. Là, on est en rythme annualisé sur la croissance. Ils ont fait 16% de croissance sur les 12 derniers mois. Bon, je pense qu'il faut quand même retraiter un peu ces chiffres-là, hein. Il y a des variations assez violentes. Il y a du changement de périmètre. Pas sûr que cette donnée-là soit très compréhensible côté agrégateur, hein, donc le logiciel que j'utilise, Coifin. Je pense qu'en fait, il faut rester sur l'idée qu'en médiane, c'est une croissance plutôt faible, hein, voilà, 3%. Les bonnes années, peut-être 5%, mais c'est le grand maximum et ça ne sera même pas que de la croissance organique, ça sera la croissance organique et externe. Bon, il y a un fond de croissance quand même. Allez. Au niveau des taux de marge, bon, les pharma, ils ont des taux de marge brut assez importants, hein, parce que en fait, les coûts sont plutôt, il n'y a pas beaucoup de coûts des intrants. Ce qui va coûter cher, ça va être la R&D, la recherche. Donc on peut en plus à peu près fixer les prix. Ça dépend après, les systèmes sociaux des pays dans lesquels on vend les médicaments. Mais en tout cas, avec les brevets qui sont obtenus, on peut quand même fixer les prix à un niveau intéressant. On est sur un niveau très élevé. Le taux de marge brut est au plus haut depuis 10 ans. Est-ce que c'est le cas depuis 20 ans? C'est un peu baissé quand même. Il y a 20 ans, on était quand même à 73%. Bon, là, ça reste très élevé. Bon, les pharma, ils ont des avantages concurrentiels naturels, hein. C'est que quand on trouve une molécule, eh ben, on a un brevet qui protège la molécule. Alors, plusieurs dizaines d'années. Alors, ça dépend des états dans lesquels on commercialise, hein. Il y a des états dans lesquels le brevet dure plus ou moins longtemps. Après, ça tombe dans le domaine public et il y a des génériques. Mais en attendant, on peut avoir des prix confortables. Bon. Au niveau de l'efficience opérationnelle, on n'est pas sur on est sur une dégradation quand même depuis 10 ans, pas énorme, hein, peut-être, voilà, le taux de marge d'EBITDA a quand même baissé de 10%. Ça, c'est pas extraordinaire. Ça se stabilise depuis 2024, ça remonte un petit peu. Bon, là-dessus, peut-être que les opérations pourraient être améliorées. Sur le taux de marge net, c'est relativement élevé quand même, hein, 20%, c'est très élevé. Et on peut regarder au niveau du free cash flow. On est au-dessus des bénéfices nets, hein, mais c'est classique maintenant sur les sociétés plutôt matures, hein. On dégage du free cash flow en excès par rapport aux bénéfices nets, puisqu'on n'a plus beaucoup de croissance organique. Bon, ce qu'on peut dire sur les taux de marge, c'est que c'est convenable, c'est pas exceptionnel non plus, hein, sur l'évolution montre que les opérations, bon, c'est bien géré, mais c'est pas, ça se dégrade un petit peu, donc on perd de l'efficience opérationnelle. Après, le taux de marge net, lui, naturellement, il est élevé, hein, c'est le principe des pharma. Donc, on est correct sur les taux de marge. Allez, la conversion des bénéfices nets en free cash flow, eh bien, en fait, il n'y en a pas vraiment, hein. Alors, on est sur un BFR qui est lourdement positif. Alors là, il y a peut-être un biais statistique, hein. Il y a peut-être un problème au niveau de l'agrégateur parce qu'on est passé de 0 à 10 milliards d'un coup. Bon, alors comment ça a évolué? Pourtant, ça c'est ça, il faut le prendre avec des pincettes, à mon avis. Ça s'est fortement dégradé. On a une variation du BFR qui est passée positive assez violemment en 2024. Bon,
Donc ça, il faut peut-être le prendre avec des pincettes. Parce que structurellement, ce genre d'entreprise, elle est à BFR quasi assez faible ou négatif. Donc c'est pas le cas ici pour Sanofi. Donc là, il faut aller voir ce qui s'est passé. Au niveau de la dépense en capital, face aux dépréciations amortissements et aux other non-cash items, donc 30 milliards de capex, 23 milliards de dépréciation amortissement sur 10 ans. Donc on continue quand même à investir dans l'appareil productif. Attention qu'il y a du other non-cash items qui est négatif. Donc en fait, ça c'est la dépense cash pour le coup. Donc ces éléments-là impactent les free cash flow, qui sont en fait bien plus faibles que les bénéfices nets. Donc les other non-cash items, il faut aller voir dans les tableaux de flux de trésorerie de quoi il s'agit. Mais là, on peut se dire qu'en fait, c'est pas une société qui dégage du free cash flow. Moi, je l'aurais pensé. Mais en réalité, ils continuent à investir dans l'appareil productif. Donc ça mange des free cash flow. Donc pour valoriser l'entreprise entre les bénéfices nets et les free cash flow, il vaut mieux prendre les free cash flow. Et tout de suite, ça va vous donner un multiple très élevé, hein, malheureusement. Donc à prendre en considération. Allez, la rentabilité opérationnelle de Sanofi, maintenant, on est sur un rendement des capitaux investis qui est à 9%. C'est convenable, c'est pas exceptionnel pour une pharma, mais bon, on va dire que c'est un niveau convenable, hein. Et puis on rappelle, le ROIC, c'est net, au numérateur, c'est net operating profit after tax. Donc c'est en gros le résultat d'exploitation après impôt. Donc les impôts sont élevés en Europe, vous savez. Donc si on regarde par rapport aux pharma américaines, on est sur, même par rapport aux pharma suisses, on est sur des impositions plus élevées, hein. Donc c'est pour ça que cette rentabilité est un peu plus faible. 9,2%, c'est au-delà de la croissance organique. Donc c'est plutôt bien pour l'autofinancement. Et la rémunération d'actionnaire, hein, c'est-à-dire qu'on a du cash qui est généré, pas mal de cash qui est généré, en essai par rapport aux besoins de la croissance. Donc ça fait la rentabilité du cash ensuite qu'on pourra rendre aux actionnaires, utiliser pour faire des acquisitions. Ensuite, au niveau de l'endettement, c'est en chute libre. Ça, c'est bien. On est maintenant plus que sur 0,6 fois, 0,5 fois l'EBITDA en termes de dette nette. Donc c'est très bien. Ça va peut-être tomber ensuite à 0, hein, et donc repasser cash net. Ça faisait longtemps que Sanofi n'était pas à un niveau d'endettement aussi faible, hein, un niveau de levier aussi faible, hein, depuis 2017. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça leur donne aussi de la marge de manœuvre s'ils veulent faire une acquisition. Je pense que là, après, je ne suis pas un spécialiste du secteur, évidemment, mais peut-être que l'idée, c'est aussi de faire des petites acquisitions plutôt que des énormes acquisitions, puisque en fait, on va acheter des molécules. Donc, bon. En tout cas, en termes de free cash flow, c'est aussi moins d'une fois. Donc, la dette nette, c'est pas un souci sur Sanofi. Allez, on continue avec la rémunération des actionnaires. On a un free cash flow de 9,5 milliards qui est généré. On verse un dividende qui est en augmentation régulière maintenant, hein, depuis 2015, même de plus en plus accéléré. Bon, ça c'est le signe aussi que le management sait qu'il n'y a pas forcément d'opportunité de croissance, donc on rend du cash aux actionnaires. C'est ce qu'il faut faire, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc 4,8 milliards de dividendes, market cap de à peu près 100 milliards. Bon, vous êtes sur du 4,5, entre 4,5 et 5% de rendement du dividende. C'est intéressant quand même. Ensuite, au niveau des rachats d'actions, ils en rachètent un petit peu. Donc ils en rachètent. Alors, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils les annulent? Donc ça, il faut aller vérifier. Je crois que oui. Je pense qu'ils annulent ces actions. C'est aussi une façon complémentaire de rendre du cash aux actionnaires. Donc c'est une bonne idée. Donc le rendement actionnaire qui est calculé par le logiciel donne 8,7%. Toujours à prendre avec des pincettes, hein, cette rémunération d'actionnaire, parce que ça sous-entend que ces actions rachetées ici sont annulées. Donc si c'est le cas, on est peut-être à ce niveau-là, ce qui est confortable. Si ce n'est pas le cas, on est en réalité sur le rendement du dividende. Donc 4,5, 5%, ce qui est quand même pas mal. Et c'est soutenable, hein, si on regarde par rapport au free cash flow. Donc les free cash flow depuis 10 ans, ils sont à un point haut, 9 milliards et demi. Donc ce dividende, alors il représente quand même légèrement plus que la moitié. Non, il représente que la moitié des free cash flow en réalité. Donc, très soutenable ce dividende. Il va pouvoir continuer à augmenter tranquillement. Donc, bonne rémunération d'actionnaire. Au niveau de la valorisation, hop, alors, bon, en médiane, ça se paye 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Les pharma, en Europe, elles se payent à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'elles ne payent pas plus cher, vu qu'il y a quand même une rentabilité qui est confortable? D'une part, il n'y a pas beaucoup de croissance. D'autre part, c'est un secteur qui est risqué à cause des risques juridiques spécifiques aux pharma, hein. Vous avez des procès sur les molécules. Donc, les pharma sont obligés de passer des provisions parce que régulièrement, ils se prennent des procès. Donc, les provisions, c'est une dépense non cash, sauf si vous êtes condamné. Et dans ce cas-là, il faut rembourser les victimes. Donc, c'est pour ça que les multiples sont relativement faibles.
là, on est quand même à un point bas sur Sanofi. Le multiple ce multiple-là de VE sur EBITDA n'a pas été vu depuis 2018. Bon, peut-être qu'il y a une opportunité à ce niveau. En tout cas, vous avez 20% de marge de sécurité sur Sanofi à ce niveau-là. Bon, l'avantage qu'on a sur Sanofi, qu'on peut avoir, hein, c'est que c'est assez peu volatile. Le rendement de l'actionnaire, le rendement du dividende, il est bien, il est pas mal. Maintenant, ça vient avec des risques spécifiques sur les procès qu'on peut se prendre éventuellement. Sanofi s'en est pris récemment aussi, sur le Dupixent de mémoire, je crois. Donc, ça peut arriver. C'est un risque à prendre en considération quand vous investissez dans les pharma. Si on fait rapidement un détour pour comparer par rapport aux comparables, hop, on peut prendre Sanofi, on peut prendre AstraZeneca par exemple. On peut prendre Roche. On peut prendre quoi d'autre? Alors on peut prendre Novo Nordisk, mais c'est pas le même profil. Novo Nordisk, c'est quand même plus de croissance. Mais si vous regardez, on peut prendre ces 3 entreprises. En market cap, je crois que c'est similaire. Et alors Roche, quand même plus gros, hein. Non, Sanofi, c'est la plus petite. Ce sont tous des méga caps, on va dire. Il y a quoi? Il y a GSK aussi, par exemple, qu'on peut prendre. Voilà, hop. Et donc là, si on compare en termes de valorisation, on est sur des multiples qui se traitent. AstraZeneca se paye un peu plus cher, mais sinon, on est sur des entreprises qui se payent pas très cher, hein. On est sur entre 14 et 7, GSK étant à 7. Sanofi, on voit que c'est plutôt dans la fourchette basse, hein. Donc moi, je pense que du 10 fois la VE sur EBITDA, c'est pas bête pour Sanofi. Conclusion du dossier. Hors risque spécifique au secteur, pour un entier, ça peut être intéressant d'avoir du Sanofi. C'est pas avec ça qu'on va faire du gros gain en capital, mais on a son dividende plus ou moins sécurisé. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.